d'idées. Pour penser ensemble, c'est facile. Bric-à-brac d'idées. Ouh, bric-à-brac d'idées. Bonsoir et bienvenue sur Océan de Coach, la chaîne dédiée au coaching, 100% coaching. Je suis Frédéric Ranganayagi, coach professionnel. J'accompagne mes clients à réfléchir, à décider et à agir malgré que cela semble difficile, voire impossible. Vous pouvez retrouver mes services en description. Ce soir, le thème de ce bric-à-brac d'idées est la communication. Je vous ai choisi deux textes que nous allons lire ensemble pour débuter et je pense que pour un thème sur la communication et la période dans laquelle nous sommes, je crois que c'est un très bon choix. Qu'en pensez-vous quand vous le découvrirez? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Aussi, avant de commencer, avant de débuter, je tiens à vous dire que vous avez la possibilité de me rejoindre en direct sur ce live pour échanger, discuter, partager, questionner. Je vous accueillerai avec un grand plaisir. Pour ce faire, mettez un commentaire et dites, par exemple, j'ai une idée et je vous donnerai la démarche à suivre pour venir. La démarche, elle est très simple, c'est un lien, vous cliquez dessus. Vous aurez besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone avec une connexion internet et d'une webcam. C'est le même principe que Google Meet ou autre plateforme de visioconférence. Alors, sans plus tarder, allons commencer par la lecture des deux textes. Vous allez voir, ils sont peut-être un jour d'écart avec la date, avec une date importante, on va dire. C'est parti. Alors, le premier texte, hier nous étions le 18 juin. C'était une journée où on a pour habitude de voir heu, une nostalgie qui revient, un rappel de l'histoire qui revient tous les 18 juin. Je parle bien sûr de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Un texte que vous pouvez retrouver sur l'Élysée, sur, le site de l'élysée.fr et nous allons le lire ensemble à haute voix. Si vous avez des commentaires et que vous souhaitez partager des choses, c'est le moment, allez-y. Commençons, c'est parti. 18 juin 1940, déclaration. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont des chars, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte.
Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense l'indus- l'industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Général Charles de Gaulle. Qu'en pensez-vous de ce texte? D'un point de vue de communication, on se rend bien compte que ce n'est pas un texte qui a été élaboré à haute voix de manière euh, construit sur le coup, mais réfléchi, écrit en amont, travaillé en amont. Parce que ici, le but était de convaincre, donner une voix d'expérience. Et c'est impossible pour moi d'imaginer, de concevoir cette idée que ce texte a été réalisé d'un premier jet, d'un premier trait. En communication, généralement, on doit répondre à un ensemble de questions. On doit s'appuyer sur certains plans, sur certaines techniques rédactionnelles pour pouvoir aboutir et choisir une forme qui sera la plus pertinente par rapport à notre objectif. Ici, quelles sont-elles ces questions qu'on peut se poser, ces outils, ces techniques rédactionnelles? Eh bien, tout d'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est à qui nous nous adressons. En communication, la première chose que nous devons faire, et je pense en tout cas, et c'est ce que j'ai compris, c'est que nous devons nous poser à qui j'écris, à qui je parle. Et cette façon de se poser cette question amène un outil. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez utilisé. Néanmoins, on l'enseigne dans les études supérieures, notamment dans l'informatique, dans la gestion de projet, mais aussi dans le marketing, le design. On le retrouve aussi dans le commerce. En fait, il est peut-être présent partout. Il s'agit bien sûr du persona. Persona, c'est quoi? C'est vous allez utiliser votre imagination pour construire une on va dire une personne avec des traits de caractère potentiellement, un âge, un métier, un texte descriptif. En fait, ce persona va se rapprocher le plus possible avec votre cible, avec celui que vous allez penser quand vous allez écrire. Parce que oui, c'est important quand vous écrivez, de garder en mémoire la personne à qui vous écrivez. Pourquoi? Parce que cela agit comme un filtre, vous permet de prendre des décisions par rapport à des dilemmes qui se présentent à vous. Et c'est là où toute l'importance de connaître certains outils, certaines techniques rédactionnelles. Parce qu'on est bien obligé de s'appuyer dessus pour ne pas s'égarer, puisque l'infinité des possibles fait que vous pouvez déborder et perdre de vue votre objectif et ce serait dommage. Et pour ce faire, pour ne pas s'égarer justement, c'est de penser à un cadre, s'appuyer sur un outil qui va vous permettre ensuite d'avoir une totale liberté. Et cette technique, cette pensée-là, je l'ai appris, je l'ai découvert d'abord à l'école,
Ensuite, nous l'avons étudié, moi personnellement, heu, dans mes études supérieures en informatique, notamment sur la gestion de projet. Nous avons eu des cours, pour justement définir des personas, définir, heu, quel type de personne va utiliser mon application, quelles sont les options, quel est le vocabulaire à employer. En fait, vous avez un ensemble de questions qui vont et cet ensemble de questions, vous pouvez les nommer, c'est un outil qu'on le connaît tous, c'est les 5 W en anglais: why, who, what, when, et en français, c'est le je vais vous dire bien parce qu'à chaque fois je me trompe, à chaque fois je rajoute. Alors c'est le QQOQCPC, ce qui signifie qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Voilà. C'est un outil qui permet non pas de structurer votre texte, mais c'est un outil qui permet de faire avoir un panorama des informations importantes et pour que vous ne passez pas à côté des informations qui sont primordiales. Du coup, première étape, généralement, il faut vraiment penser à se poser cette question: «Pour qui j'écris?» Je pense que je ne sais pas d'ailleurs. Il faudrait que, si vous le savez, faites-le moi savoir. Est-ce qu'il existe quelque part un endroit où le général de Gaulle partage sa façon de rédiger, a peut-être, donné quelques mots à quoi il pensait, comment il a conçu ce texte? Généralement, un texte, ce n'est pas si simple à écrire. En fait, pour tout vous dire, je crois personnellement qu'il est très simple de comprendre le concept d'écriture. Aligner des mots, écrire une phrase, on arrive facilement à le concevoir, à l'évoquer dans notre esprit, dans notre pensée. Mais ce qui est difficile, il y a 2 points. Il y a un, c'est l'entrée en écriture, cette phase où se mettre à écrire, c'est une barrière à dépasser, c'est un obstacle à franchir, et l'autre point, c'est écrire, c'est difficile parce qu'il faut choisir. Il faut choisir le mot juste, le mot précis, qui reflète avec justesse ce que nous pensons, l'idée que nous pensons, et à savoir que parfois nos pensées sont si complexes, sont si emmêlées entre elles, qu'il nous demande un travail cognitif, un effort de démêler toutes ces idées agglomérées, ces concepts emboîtés entre elles, et déconstruire ces concepts en idées pour pouvoir ensuite avoir conscience et prendre conscience qu'est-ce qu'on choisit de sélectionner et surtout sur quoi on s'appuie pour pouvoir trancher. Ça, c'est très important, très très important. Alors, avant de poursuivre sur la thématique de la communication, nous allons maintenant lire un autre texte. Celui-ci, ce fut un texte qui a été, énormément partagé, et d'ailleurs, dans ma ville où je me trouve, il y a une stèle, on va dire, une pierre avec ce texte gravé dans la pierre, et on peut le voir à chaque fois je la première fois, je suis passé devant, j'ai été interpellé, interloqué. Je me dis: «Mais quel est ce texte?» Et ensuite, en m'approchant et en lisant, et là, je me suis dit: «Ah, c'est une, brique, d'histoire, c'est un souvenir du passé», et je dois dire que à l'école, hem, on a appris cette période-là. On l'a décortiquée, on nous a questionnés, on nous a présenté des contenus éducatifs, que ce soit des vidéos de l'époque qui retraçaient certains discours, des dans les livres d'histoire, la propagande. C'est là où j'ai appris le mot propagande, qu'est-ce que cela signifiait?
Et je dois dire que aujourd'hui, je me rends compte à quel point, élaborer l'appel du 18 juin n'était pas si aisé, n'était pas si simple. Parce qu'il là, il fallait mobiliser les personnes, il fallait engager les personnes, il fallait donner envie qui qu'on amène une action, un engagement, qu'ils ont envie de venir et qu'ils croient, qu'ils ont l'espoir quand même. Parce que dans ce texte, avant de lire le texte, allons à regarder un peu les parties de ce texte. Je ne l'ai pas analysé en amont, on va le faire en live et c'est intéressant. Tout d'abord, ici, il y a une forme pour moi en tant que coach, je vais l'analyser sous mon regard de coach, bien sûr. Alors pour moi déjà, quand on lit les premières lignes, on a une forme de lucidité du général de Gaulle. C'est-à-dire, il n'est pas dans le mensonge, il est dans la lucidité, dans les faits, dans la vérité. Et on entend bien que nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Bien là, il y a une reconnaissance réelle de la situation. Il n'y a pas de paillettes, d'artifice. On n'essaye pas de tromper celui qui écoute. On reconnaît réellement la situation. Et pour moi, c'est une force. C'est pour moi quelque chose qui reflète un des premiers, qui valide une des premières contraintes de l'apprentissage, qui est savoir reconnaître ses insuffisances. C'est quelque part savoir avoir une forme de lucidité sur soi, sur l'autre et sur le nous, sur la situation globale. Ici, c'est intéressant. De plus, on remarque que euh, quelques lignes après, il y a directement trois questions et tout de suite un non. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Et là, non. On pourrait dire que ces questions, enchaînées de la sorte, ont été minutieusement choisies. Alors, le dernier mot est-il dit? Et à la fin, non. C'est un mot simple. Il n'y a pas de superflu aux 3 questions, la réponse est-elle non? Et non, clairement. C'est-à-dire ici, on voit quelque part, moi, ce que je vois, c'est un homme qui a posé 3 questions bien établies, qui vous donnent une direction, une certaine direction et ces questions qu'il se pose, lui, il répond avec juste «non». C'est quand même quelque chose qui est assez compréhensible. D'un point de vue de communication, le message est clair, c'est très simple à comprendre et pour moi, c'est une réussite, c'est un génie, c'est du génie c'est-à-dire, il maîtrisait l'art de la communication. Parce que tous ceux qui écoutent ce texte vont écouter ces paroles ensuite à la radio. Ils vont tout de suite comprendre. Ils vont tout de suite, c'est très simple, c'est un vocabulaire simple, il y a pas de mots compliqués et il y a des mots, heu, qui ne nécessitent peu d'efforts de compréhension. Ce sont vraiment des mots simples. C'est une technique déjà, une astuce quand on écrit. Employez toujours, essayez du moins, ça dépend de votre texte, mais là, quand vous communiquez généralement pour soit vendre, soit pour vous faire connaître, là, on ne parle pas d'écrits scientifiques qui ont un template bien précis, une façon, des normes, des règles très précises quand on écrit quand on fait un écrit scientifique. Là, ici, on n'est pas dans un écrit scientifique, on est dans un discours. On est dans un discours et dans un discours, l'important, c'est de choisir des mots qui sont simples, qui ne nécessitent pas que l'autre fasse un effort. Parce que s'il fait un effort, il peut être frustré. Cela peut générer de l'incompréhension.
Et cette incompréhension mis bout à bout, en fait, au lieu de comprendre votre message, le l'auditeur ou celui qui vous écoute va passer du temps à essayer de déchiffrer ce que vous dites. Or, un écrit, ce n'est pas ça. Un écrit, c'est vous devez vous mettre à la place de l'autre. Vous devez vous mettre à la place de celui à qui vous écrivez, à celui que vous parlez, pour justement vous réaliser cet effort cognitif pour que l'autre n'ait pas à le faire. L'autre a juste à entendre l'information et à prendre une décision. Ça, c'est aussi une autre astuce très importante. Ensuite, hem ce que j'aime bien dans le texte du général de Gaulle, c'est vraiment, heu, on voit que c'était quelqu'un qui l'a donné tout. Il était là pour tout donner, c'était un ultimatum, c'est-à-dire soit ça passe, ça marche, soit ça marche pas. Ici, ça a fonctionné, on sait déjà comment ça s'est déroulé. Mais bon, imaginons qu'on ne on est même pas on ne le savait pas, on est encore à cette période, dans ce contexte-là, on ne sait pas si cela va fonctionner ou non. Du moins, on essaye et ici, ce qui est intéressant, c'est juste après cette phrase, il dit: «Croyez-moi». Moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. En fait, ici, on est dans quand on dit: «Croyez-moi», c'est quelque part: «Faites-moi confiance» et pourquoi lui faire confiance? Parce qu'il quelque part, il sous-entend qu'il connaît des choses que nous ne savons pas. Oh, moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il a des informations qu'il ne divulgue qu'il ne donne pas tout de suite, mais qu'il donne un peu plus tard sur les raisons de pourquoi le croire. Et c'est là où c'est intéressant finalement, c'est-à-dire, il annonce quelque chose, il prépare pour moi la personne pour dire, heu: «Préparez-vous, je vais vous dire des informations qui vont vous prouver quelque part que vous pouvez me faire confiance. Je sais des choses et les choses sont tangibles. C'est-à-dire, et même, ce sont des choses factuelles qu'il va nous donner par la suite. Notamment, cette alliance avec les Britanniques, avec la force américaine, heu et qui sont une plus grande force et là, il parle d'un terme, une force mécanique supérieure. Ça, c'est intéressant, une force mécanique supérieure et c'est là où c'est vraiment impressionnant parce que je me dis dans ce contexte-là, hem, il y a quand même une pression à écrire. Il y a une pression, il y a une, on doit être performant. Voilà, ici, c'est une question de performance. On n'est pas là pour la poésie, on n'est pas là pour le beau, on n'est pas là pour le juste, on n'est pas là on est quelque part en guerre et ici, la performance est au cœur de cet écrit. Voilà, on le ressent bien, que c'est une question de performance. Moi, en tout cas. Peut-être que je me trompe. Qui sait? Vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Si vous regardez cette vidéo ou si vous êtes présent, dites-moi quel est votre avis, vous? Qu'en pensez-vous de ce texte, finalement? L'avez-vous une question, formidable. Quelle est la dernière fois où vous avez entendu ce texte? Quelle est la dernière fois où vous avez entendu ce texte? Ou bien même quelle est la dernière fois où vous avez lu ce texte? C'est moi, ça remonte, à quelques années, quelques années. Alors maintenant, nous allons passer, à la fin de son texte. Son texte est incroyable, le général de Gaulle, parce que cette phrase: «Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres». Avant ça, il a une phrase intéressante aussi: «Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas». C'est quand même une affirmation. On sent la conviction, on sent qu'il est prêt à découdre, le général de Gaulle et qu'il a besoin de l'ensemble des personnes qui sont prêts à se battre et dans ce texte,
On verra dans l'autre, je l'ai lu aussi, juste avant, heu, on parle de sacrifice, mais on en reparlera juste après, d'ailleurs. Et ensuite, il clôt sur: «Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres». Il est en train de dire que je serai là aujourd'hui, je serai là demain. Il quand même, on se dit: «On va le retrouver demain». Il sera là et quelle est la meilleure chose si pour ceux qui sont formateurs, par exemple, ou formatrices, une des règles importantes dans les formations, c'est de dire: «Je vais dire ce que je vais faire et je fais ce que j'ai dit». C'est une règle très simple. On dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Très simple. Et là, pour moi, quelque part, c'est une preuve, encore une fois, de preuve sociale qu'il donne, de dire: «Faites-moi confiance, je suis là aujourd'hui, demain je serai aussi là». Quelque part, il est en train de dire: «Vous pouvez compter sur moi, je suis quelqu'un sur lequel on peut se fier, on peut avoir confiance, je suis solide et je serai là» et ça, c'est incroyable et il signe: «Général Charles de Gaulle». Ce texte, encore une fois, vous pouvez le retrouver sur internet, sur Wikipédia ou sur le site de l'Élysée, heu et franchement, quand on parle de communication, on peut se dire, vous êtes d'accord avec moi ou pas, que ce texte rentre clairement dans le thème, dans la thématique de ce soir. Alors passons à ce texte. L'autre texte, c'est un texte que vous peut-être vous l'avez déjà lu, peut-être vous le connaissez également. Il s'agit bien sûr de «À tous les Français». C'est un texte qui a été partagé, c'est une affiche plutôt. On va dire, c'est un texte, oui, mais c'est une affiche, qui a été placardée le 5 août, à ne pas confondre avec, le texte que j'ai lu avant. Il a été mis partout et c'est ce texte-là que je retrouve aussi dans ma ville, avec, une pierre et le texte incrusté dedans et qu'on peut le lire et à chaque fois que je passe devant, à chaque fois ça me fait attirer mon regard. Ça me fait repenser à cette période de l'histoire, où mmh, où il faut le dire, heu, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé et finalement, c'est c'est la guerre, c'est la guerre. La guerre qui dans une guerre, le sang coule, les sacrifices sont nombreux, nombreuses. Heu, il n'y a pas, face à la mort, dans cette guerre, il n'y avait pas de distinction entre jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. C'était un massacre, c'était des gens qui tuaient d'autres gens et pourquoi? Pour défendre des idéaux, défendre des valeurs, défendre un système, défendre un peuple, et chacun avait cette défense, chacun campait sur ses positions. Il n'y avait pas de compromis à ce moment-là à faire et et c'est le dialogue était coupé. Malgré la diplomatie, il n'y avait pas de possibilité de dialoguer, de trouver des compromis et ça, c'est quand même faut prendre conscience que, heu, la vie n'est pas si facile finalement. Il y a des dilemmes et il y a parfois des choix à faire et c'est là où un des cas de la vie, c'est soit on se fait bouffer, soit on bouffe et ça, c'est une façon de enfin, il y a certains cas comme ça, mais la vie n'est pas fait que de ça. Heureusement d'ailleurs et en plus de ça, je tiens à souligner que notre système démocratique est justement fait pour prendre en charge même les plus faibles, même les plus fragiles et c'est pour cette raison, par ailleurs, que même j'ai vu une polémique, récemment, même quelqu'un qui a des troubles mentaux, ou de TND, troubles de neurodéveloppement, ont le droit de vote. Ils ont droit à leur parole. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment important, que tous ont le même droit et sont égaux face à la loi. Sont égaux plutôt face à la loi. Ça, c'est vraiment
quelque chose qui me fait plaisir de me dire que quand même le système démocratique actuel, le système français, par exemple, hem c'est une élaboration intellectuelle qui a abouti, qui a pris des centaines d'années et où nous en sommes là aujourd'hui avec un système complexe, avec la séparation des pouvoirs, 3 pôles. C'est vraiment incroyable ce système, comment il a été pensé, comment c'est, un peu comme, la démarche agile ou l'approche agile plutôt, une démarche empirique où elle a évolué en fonction des contraintes et on l'a fait évoluer et bien sûr, il faut le dire, je le reconnais, ce n'est pas un système parfait, mais existe-t-il une démocratie parfaite finalement? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible de l'atteindre? Je ne pense pas, je ne crois pas, du moins, en tout cas, je ne vois pas comment ça serait possible. Ça serait peut-être une utopie. Déjà, juste le fait que nous ne pensons pas de la même façon, que nous avons des idées, des idéaux, des valeurs différents. Et il est automatique qu'il y aura conflit et pour vivre ensemble et avoir une démocratie parfaite, je ne vois pas comment c'est possible. Je ne vois pas comment ça serait possible. Il y a bien des endroits où il faut trancher. Par exemple, heu quand on parle de liberté d'expression, elle-même, elle est déjà contenue dans des lois et les lois respectent doivent respecter la loi qui est au-dessus et ça, c'est important et nous avons un texte, nous, sur lequel, nous nous appuyons qui fait hériter l'ensemble des lois, des arrêtés qui découlent de ça, qui doit respecter cette hiérarchie, heu, c'est bien sûr la Constitution. C'est la Constitution et c'est là où c'est intéressant d'aller chercher, d'aller en tout cas, j'essaye pour essayer de comprendre. C'est pas quelque chose de simple parce que c'est pas c'est des concepts qui ont pris des années à être créés, à être produits et en fait, quand on se renseigne, il y a énormément d'informations à assimiler, il y a énormément de choses à regarder et ce qui fait la complexité de ce système, mais également cette, cette possibilité que, heu on a fait pour sécuriser le quelque part le pouvoir du peuple, parce que, imaginez-vous qu'un maire prend un arrêté ou fait un arrêté, on va dire, hem, raciste, qui fait la distinction entre la couleur des peaux. Si vous êtes, noir, vous ne sortez pas, si vous êtes blanc, vous avez le droit. Par exemple, vraiment pour aller, eh bien, grâce à ce système, en fait, on peut, nous citoyens et même les organes de vérification qui sont là, les institutions sont là pour vérifier que si cette loi respecte, enfin, si cet arrêté plutôt respecte la loi au-dessus et la loi au-dessus respecte, encore une, jusqu'au dernier point qui est la constitution. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Il y a c'est une pyramide et c'est très bien expliqué si vous regardez par exemple, je vais vous donner des sources et après on passera à la lecture. Heu, alors, mmh. Mmh, donc, alors ça s'appelle la pyramide des normes et c'est intéressant parce que vous allez voir, vous avez la pyramide des normes et vous avez c'est un système hiérarchisé et dynamique et vous allez voir que il y a des personnes qui remettent en question aussi les limites et les faiblesses de ce système et u une des idées, c'est que si on suit la pyramide des normes et c'est pour cette raison, que le système enfin, c'est pour cette raison qu'on voit c'est un amas de connaissances qui ont été additionnées ensemble pour arriver jusqu'ici, jusqu'où nous sommes aujourd'hui et en fait, c'est
la façon de voir cette chose, c'est-à-dire vous avez un premier niveau qui est la constitution, comme je vous disais, après vous avez la loi et ensuite vous avez les règlements, décrets, arrêtés et c'est ici et en il y a une et ensuite, en fait, c'est là où on se rend compte que, par rapport à cette pensée, il s'appelle Hans Kelsen, c'est un Austro-Américain et c'est un juriste et philosophe et en fait, pour lui, il a voulu, théoriser et pour justement faire en sorte que, heu, on s'éloigne de quand on fait une loi, on s'éloigne de la politique, de la morale, de la religion, de la sociologie. On ne s'appuie pas sur ça et au con et mais par contre, on a produit, c'est-à-dire l'humanité a produit un texte sur lequel on s'appuie qui est la constitution. C'est-à-dire, si nous étions une théocratie, par exemple, eh bien, on saurait appuyer sur le dogme et en fait, le DOM ferait les lois, ferait les arrêtés et et cetera. Mais nous, non, on s'appuie sur la constitution et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ensuite, vous voyez bien qu'on parle de constitution, après il faut aller regarder, c'est quoi la constitution? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Heu, question ultimatum, question intéressante. Combien d'entre vous ont déjà lu la constitution? Et quelle est la dernière fois où vous avez lu la constitution? C'est et vous voyez, c'est pas quelque chose de très, facile à entreprendre parce que ça nécessite d'aller chercher des informations, d'autres informations pour comprendre ensuite, le la manière globale. Moi, j'ai fait petit à petit, je connais pas encore tout, je l'avoue, c'est l'information, la quantité d'informations, elle est vraiment importante. En revanche, grâce à quelques recherches que j'ai fait, j'ai quand même une meilleure compréhension et une meilleure, une perception un peu plus large de ce que c'est que le système démocratique et ça, mine de rien, ça me permet, de prendre conscience de toute mon ignorance sur le sujet. Et cela a un avantage, c'est-à-dire quand je vais essayer de comprendre un système, je vais savoir que je ne sais pas tel point, tel point. Et ce qui me permet d'avoir une certaine, un certain, sur bah, les pieds sur terre, une lucidité, les pieds sur terre. Et c'est important, je pense que c'est très important, c'est d'aller voir comme c'est quoi notre système pour éviter d'avoir certaines pensées binaires. C'est bien, c'est mal. Heu, Par exemple, la peine de mort, heu, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Vous voyez, si vous allez sur cette question binaire, c'est très compliqué de de sortir de ça. C'est-à-dire, ça ne permet pas de réfléchir. Au contraire, ça vous bloque dans un choix et vous avez une pression d'y répondre oui ou non. Tandis que si vous avez lu Victor Hugo et vous regardez ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et vous dites: «Qu'est-ce qui est intéressant de regarder? Qu'est-ce que je ne sais pas?» Quand vous posez ces questions-là, ça vous amène à rechercher et ça en recherchant, vous voyez que, et j'aime bien dire cette métaphore. En fait, s'il fallait faire un livre avec ce que vous savez, ce serait un gros livre. Mais avec ce que vous ne savez pas, ça serait encore un plus gros livre et c'est ça, moi j'aime bien cette métaphore parce qu'elle est vraiment représentatif de la vérité, de la réalité des choses. On ne sait pas énormément. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, depuis tout à l'heure, je dis: on va lire» et on fait une digression, on y va, on tourne, on retourne. Alors c'est maintenant ou jamais. Allez, c'est parti. Respectons ce qu'on avait dit. Je suis un très mauvais formateur. Alors là, ici, si on se rappelle la règle, on dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit et là, je veux respecter le contrat. Alors c'est parti. C'est l'affiche qui a été partagée. Est-ce qu'il y a une date? Le 5 août, j'avais dit le 5 août. Alors maintenant, c'est parti. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu.
Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France, 18 juin 1940, Général Charles de Gaulle. On a vu l'appel du 18 juin. Là, ici, nous avons une autre forme de communication qui reprend les idées de l'appel du 18 juin. Vous voyez cette capacité, une fois que vous avez la structure, vous avez les idées que vous voulez faire passer, et bien ensuite, vous avez juste à choisir la forme dans laquelle vous voulez communiquer. Mais avant cela, il faut faire émerger le fond, faire remonter le fond pour pouvoir ensuite donner une forme à ce fond. Et choisir plutôt, pas donner, choisir. C'est pas donner, c'est choisir. C'est important le mot choisir. Parce que cela signifie que vous seul ayez cette responsabilité. Vous avez ce pouvoir de décider. Voilà pourquoi il est si important pour moi de mettre le mot de choisir et non pas donner. Alors, heu, on va analyser un peu ce texte et ici, comme je vous le disais, il y a toujours cette, notion de, cette idée première, c'est reconnaître le qu'on a perdu, reconnaître qu'on a perdu une bataille. Il commence tout de suite pareil que le texte, on a perdu. Ici, quand même, la façon c'est écrit, c'est très humain. Très humain, c'est-à-dire, quand il dit: «Cédant à la panique», quelque part, il est en train de dire que des gouvernants de rencontre ont pu capituler parce qu'ils avaient peur. Ils étaient paniqués et cette panique l'ont fait oublier leur honneur et l'ont fait quelque part céder le pays à la servitude. Servitude, on quand j'entends le mot servitude, je pense immédiatement de Étienne de la Boétie. Un ouvrage qui est intéressant et qui partage des idées aussi, quand on sait l'âge qu'il avait quand il a écrit ces textes, on est quand même impressionné, on se dit quand même le niveau intellectuel, le niveau de maîtrise de langue est quand même à saluer et on pourrait dire même, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Même pour l'époque, on pourrait dire qu'il était assez avancé, qu'il a bénéficié des meilleures conditions d'apprentissage pour pouvoir arriver à un tel niveau. Et oui, faut le dire, il avait de la chance, il a eu de la chance parce que quelque part, on a à cette période-là, pas tous ont son confort de vie, son cadre de vie. Faut le rappeler, il était quand même quelqu'un d'aisé. Il était quelqu'un d'aisé, avec des parents aisés. Cela facilite quand même certaines choses. Ça ne fait pas tout, bien sûr, je reconnais, mais quand même, ça a une influence et ça implique, certaines choses. Alors ensuite, rien n'est perdu. Ici, c'est intéressant cette phrase. Rien n'est perdu parce que cette guerre est une guerre mondiale. Vous savez, quand c'est comme si on était en zoomé sur un point et cette phrase nous invite celui qui l'auditeur à dézoomer, à prendre conscience qu'on n'est pas seul, à prendre conscience de ne pas s'isoler parce que nous sommes, beaucoup plus nombreux que ça. Nous ne sommes pas isolés dans cette guerre, mais nous sommes avec d'autres personnes et d'autres personnes puissantes. Parce que, il le dit clairement: «Des forces immenses n'ont pas encore donné». Cette phrase était quand même incroyable, quand on la regarde dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. En fait, c'est intéressant, c'est vraiment, je trouve cette phrase vraiment, bien choisie, bien calibrée,
Pour moi, c'est une phrase dense. Vous savez quand, comment il s'appelle? Sébastien Bailly parle d'écrire dense. Pour moi, ce texte est un parfait exemple de ce que c'est d'écrire dense. C'est-à-dire, ce n'est pas mettre des mots complexes, des mots compliqués, des mots savants. Non, c'est avec des mots simples, on fait passer des idées complexes, des idées profondes, des idées fortes, des idées qui sont plus un simple concept, qui est une agrégation de concepts. Quand on parle dans l'univers libre et qu'on parle de servitude, vous savez, il y a c'est intéressant de se dire servitude en amont et ensuite dans l'univers libre. C'est comme si ils veulent ce texte veut clairement ouvrir la perception de ceux qui l'écoutent. Il veut montrer et dire: «Ne vous enfermez pas». C'est clairement, moi je le vois comme ceci. En tant que coach, je me dis: «Son idée ici, c'était vraiment de montrer qu'il faut ouvrir vos perceptions, qu'il y a des choses que vous ne savez pas mais qui existent». Et là, des forces immenses. Quand j'entends des forces immenses, ça parle d'elle-même, on imagine vraiment quelque chose d'impressionnant, d'impactant, de puissant qui est qui permet de dépasser des montagnes, de soulever des montagnes, de terrasser l'ennemi. C'est ça. Et moi, ce qui m'a attiré là, ici, c'est «n'ont pas encore donné». Ici, je trouve cette tournure de phrase assez simple, très, très simple, «n'ont pas encore donné» et à la fois qui crée une forme d'espoir chez moi. C'est-à-dire, quand je lis ça, je me dis: «Ah, il y a des alliés», c'est le mot. Les alliés, on sait de qui on parle quand on dit des forces immenses. Bah, maintenant on le sait et il l'a dit juste avant, dans le texte aussi. Mais il ne le répète pas ici. Ça aussi, c'est intéressant. Dans ce texte-là, il ne donne pas ces détails avec, comme quoi les Britanniques, les Américains, il ne précise pas ces forces-là. Hem Et ici, comme une promesse qui est faite, un jour ces forces écraseront l'ennemi. Et là, on est vraiment dans, heu comment dire? On pourrait même dire, est-ce que finalement ce n'est pas un discours performatif? Est-ce que parce qu'il le dit, c'est vrai? Et voilà, un peu c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que parce que c'est écrit ici, c'est vrai? L'histoire fait que nous savons que ça a réussi, mais au moment où ça a été dit, on ne savait pas déjà le futur, on n'avait aucune idée du futur. On ne savait pas comment cela pourrait, tourner. D'ailleurs, les erreurs, qui ont été commises et qui ont fait basculer cette guerre, notamment je parle de, Hiroshima, quand les Américains ont attaqué, heu la cause, l'origine de cette attaque, c'est quand même le fruit du hasard. Il faut pas se mentir et c'est des petits éléments qui ont aidé quand même, qui ont participé. Mine de rien, ça a permis de faire des changements, peut mais quand on parle de changement, on pourrait dire minime, mais l'impact est quand même réel, l'impact est quand même, puissante. Tuer autant de gens, autant de Japonais à ce moment-là, dans cette guerre, ça change quand même la vision, ça ça implique quelque chose, plutôt ça impacte quelque chose. C'est clair. On peut pas le nier cela. Et il y a une phrase aussi ensuite qui une fois qu'il dit, «Un jour ces forces écraseront l'ennemi», là aussi on pourrait se dire, «Est-ce que c'est pas performatif?» Mais l'histoire fait que on sait que ça a réussi. Mais c'est surtout celle-là, c'est une invitation. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Cette formulation, j'aime beaucoup, «soit présente à la victoire». On était vraiment c'est vraiment impressionnant parce que son but, c'est donner espoir, c'est donner de la force et ce texte, il le fait très bien et la façon de le faire est très, très, heu, est bien choisie. Les mots sont simples, les textes sont les phrases sont courtes et le message est impactant.
Et ici, il rappelle: «Tel est mon but, mon seul but». En fait, il nous dit c'est quoi son programme et il montre qu'il est prêt à faire son programme parce qu'il est présent, on le voit, on l'entend et c'est quand même une preuve sociale pour dire: «On peut compter sur lui quand même». On l'entend à la radio. Il est présent, il est là pour nous et en tant que personne, je pense que ça a eu un impact positif sur le moral et sur l'engagement. Et après, c'est une invitation, voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Ici, c'est vraiment une tournure politique. C'est vraiment des phrases, politiques, qu'on retrouve dans la enfin, quand je dis ça, c'est une phrase de politicien, qu'on retrouve vraiment cette structure-là, on la retrouve vraiment dans les discours, dans la rhétorique des politiciens. Surtout quand on parle de «s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance». Et ici, ce que je disais tout à l'heure, il est conscient qu'il appelle à des personnes de venir se battre et quelque part de venir mourir, de venir se sacrifier pour la France. Heu, c'est quand même il n'y a pas de Ce texte est puissant aussi parce qu'il dit la vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas de langue de bois, tout est écrit. On sait que l'action, c'est venir faire la guerre. C'est et dans le sacrifice, c'est que dans cette action, on peut mourir et on potentiellement, on va mourir et on a beaucoup de chances de mourir et dans l'espérance, c'est-à-dire se battre, se sacrifier pour l'espoir, pour avoir l'espoir. On va regarder quelle est la définition de espérance. Je pense que c'est important. Alors, définition. Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Ce sentiment appliqué à un objet déterminé, espérance, ok, ok, on va aller voir sur la rousse aussi. Alors, sentiment de confiance en l'avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Espoir, assurance, certitude, conviction. C'est bien ce que je disais. C'est l'espoir. Vivre dans l'espérance, l'espérance d'un bel avenir. C'est ce qui est c'est la promesse du général de Gaulle et c'est c'est aussi notre pari. Alors, il termine par ça: «Notre patrie est en péril de mort, luttons tous pour la sauver». S'il y a un constat, il fait un constat, le peuple français peut disparaître, la culture française peut disparaître et si on se bat pas, si on s'unit pas et on lutte pas et qu'on n'est pas prêt à se sacrifier et on n'est pas prêt à passer à l'action, bien, c'est fini. Et il termine et là, sur l'affiche, on y voit, «Vive la France» avec un point d'exclamation. Et si vous regardez l'affiche, est-ce que je peux vous la faire afficher? Je vais vous la faire afficher. Alors, comment faire? Je vais la télécharger. Ouais, je vais la télécharger d'abord. Enregistrer sous. Ici. Ensuite, je l'amène ici. Tac. Hop. Voilà. Voilà, vous devez voir le texte. Alors, ici, ce que je disais, on voit, il y a
en gros majuscules à tous les Français et en bas, vive la France. De loin, on voit ces 2 termes assez distinctement. Et ensuite, nous avons un texte vraiment, très court avec des phrases simples qui résument pour moi l'appel du 18 juin que nous avons lu au début de cet épisode de Bric-à-brac d'idées. Alors, heu, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter à là pour aujourd'hui. Tac, tac, hop et je tiens à vous remercier si vous, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain rendez-vous est avec Mélanie Ainaro-Caveri, demain, samedi, pour un nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Heu, Faites-moi part de vos commentaires, de vos avis, de vos idées. Qu'en avez-vous pensé? Heu et qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces textes-là? Y a-t-il des choses qui vous a marqué? Dites-le moi. Pensez à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît et je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. À très bientôt.